Bonjour à tout le monde, vraiment merci pour votre présence. C'est vraiment un plaisir de faire une présentation avec un public très différent de ce que nous sommes normalement habitués. Ça, c'est une présentation sur une question que nous avons posée lors de notre recherche. Donc, s'il existe un moyen non médicamenteux de réduire temporairement la douleur. Ok, donc sur la première partie, je vais parler en général sur la douleur et après sur la deuxième partie, Thomas va présenter des résultats qu'on a obtenus avec notre étude. Donc, la douleur est définie par l'Association internationale pour l'étude de la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblante à celle associée à une lésion tissurelle réelle ou potentielle. Donc, avec cette définition, on peut déjà comprendre que la douleur, c'est un phénomène complexe et c'est pas donc la directe expression de l'élaboration d'un stimulus sensoriel. A démontré ça. Dans les années 50 et 60, il avait des chirurgies pour soulager la douleur des patients où ils ont enlevé une partie du cerveau, en particulier l'aire cingulate antérieure. Après ça, les patients donc ressentaient encore de la douleur physique. Ils savaient qu'il avait de la douleur dans une partie du corps, mais ils ne souffraient pas plus comme avant. Donc, ça démontre que la douleur, c'est un phénomène plus complexe de ce qu'on pense. Donc, la douleur est transportée au cerveau à travers les fibres E delta et les fibres C. Donc, on a les fibres E delta qui sont des fibres plus rapides dans la transmission de la douleur et sont donc liées à la première douleur, en douleur aiguë. Après, on a les fibres C qui sont plus lentes dans la transmission de la douleur et sont plutôt liées à une deuxième douleur, une douleur plus sourde, plus profonde et brûlante. Donc, quand l'information arrive au cerveau, elle est élaborée donc pour un grand nombre d'aires cérébrales, comme on peut voir dans la figure. Mais surtout, on a l'activation des aires sensorielles et de l'insula qui sont liées surtout à l'élaboration de l'intensité du stimulus. Après, on a l'activation de l'aire cingulate antérieure qui est liée surtout à l'élaboration de la dimension affective de l'expérience douloureuse. Et on a l'activation aussi de l'aire postérieure pariétale qui est liée plutôt à l'attention vers les stimulus douloureux. Donc, quand on ressent de la douleur, on a quand même il y a des phénomènes qui passent avec la douleur. Donc, premièrement, il y a la seuil de douleur, qui est le passage d'un stimulus qui ne provoque pas de la douleur à une sensation douloureuse. Donc, c'est l'intensité minimale d'un stimulus qui est perçue comme douloureuse. Après, on a la tolérance à la douleur, que c'est l'intensité maximale du stimulus qui provoque de la douleur que nous, on est prêt à accepter dans une situation donnée. Après, quand on a une blessure, il y a aussi deux phénomènes qui passaient. Donc, il y a la lodynie, que c'est la douleur qui est due à un stimulus qui normalement ne provoque pas de douleur, mais qui en cas de blessure, oui, elle provoque de la douleur. Et après, on a l'hyperalgésie, qui c'est une douleur augmentée par un stimulus qui normalement provoque déjà de la douleur. Donc, quand on est quand on ressent de la douleur, donc la sensation de la douleur nous provoque aussi des conséquences au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau cognitif. Au niveau émotionnel, on a des émotions très négatives liées à la douleur. Au niveau physique, le corps est soumis à un fort stress. Et au niveau cognitif, on a ce phénomène qui s'est appelé catastrophisation. La catastrophisation, c'est la tendance à amplifier la valeur de la demande du stimulus douloureux. Aussi, c'est la tendance à se sentir impuissante dans le contexte de la douleur et l'incapacité à inhiber les pensées liées à la douleur.
tous ces phénomènes, donc, ils pouvant augmenter la souffrance liée à la douleur, ce qui conduit aussi à des changements dans les comportements qui pouvaient être aussi pas dysfonctionnels, pas fonctionnels. Parce que la souffrance va activer toute une série des étapes psychologiques très importantes et aussi négatives comme la dépression, l'anxiété, la frustration et la peur. La peur, c'est aussi une sensation, une émotion très importante dans la choix des comportements parce que si on a peur de la douleur, on peut choisir d'éviter d'effectuer certains comportements. Et donc, elle peut ramener à la kinésophobie, que donc c'est un peur excessive et irrationnelle du mouvement ou de l'activité physique. Ici, je vous présente des différents types de douleurs que dans la recherche on distingue. Donc, on a un douleur chronique, que c'est un douleur qui persiste pour une durée de 3 mois ou plus. Et après, on a la douleur aiguë qu'on distingue en 3 différentes douleurs. Donc, on a un douleur phasique, que c'est un douleur très passagère, par exemple, en charge électrique pour 3 secondes ou moins. On a un douleur tonique, que c'est un douleur de courte durée. Donc, par exemple, dans notre expérimentation, on applique un douleur thermique pour 15-20 secondes. Et après, on a un douleur soutenue, que c'est un douleur qui dure quelques minutes à quelques jours. Donc, par exemple, c'est la douleur musculaire après l'exercice physique. Et beaucoup d'études ont étudié donc la transition d'un douleur aiguë vers un douleur chronique et ils ont démontré que lors de la douleur aiguë, il y a, ça c'est un douleur aiguë liée musculaire, donc lors d'un douleur aiguë musculaire, il y a une augmentation de la variabilité de la force et des mouvements. Ça signifie que lors de la douleur, il y a une adaptation, que les gens vont à la recherche des stratégies les plus optimales pour maximiser la performance et minimiser la douleur. Mais lors de la douleur chronique, on a une diminution de cette variabilité. Donc, il y a plutôt une stratégie d'évitement où les patients ont une limitation des mouvements et des postures qui provoquent la douleur. Mais dans cette transition, donc, les gens ont adopté des stratégies différentes, donc suivant un douleur aiguë, et pas tous les gens, donc, elles ont un développement de la douleur chronique. Donc, plusieurs chercheurs ils ont posé la question de pourquoi il y a ces différences dans l'adoption des stratégies motrices. Et une des explications est que les croyances et les attitudes des individus face à la douleur et aussi leur perception de la menace ont un impact sur les stratégies motrices. Du coup, les études sur l'évaluation de la catastrophisation et la douleur ont effectivement démontré que les personnes qui ont un catastrophisme élevé, ils ont une faible variabilité des stratégies motrices et aussi chez les patients, elles sont en catastrophisme élevé et associées à des évaluations plus élevées de la douleur et en perception plus élevée de l'incapacité liée à la douleur. Et effectivement, ils ont vu que dans l'explication de la disabilité liée à la douleur, c'est plus importante la catastrophisation plutôt que l'intensité de la douleur même. Donc, il y a un impact plus important de la souffrance, de la menace de la douleur sur les stratégies motrices et donc sur la disabilité qu'on va développer à la douleur plutôt que seulement l'intensité de la douleur. Mais la douleur n'a pas seulement un impact au niveau moteur, mais aussi au niveau cognitif. Et donc, la douleur a une nature aversive, donc elle est un stimulus saillant. Pour ce motif, automatiquement, la douleur attrape de l'attention
et donc aussi donne priorité à des comportements pour éviter la menace. Mais si on se veut engager dans une tâche, on a besoin de plus de ressources pour accomplir la tâche lors de la douleur parce que la douleur augmente l'intensité et la difficulté de la tâche même. Et donc, des études ont effectivement vu qu'il y a un impact négatif de la douleur sur la mémoire de travail et sur des tâches d'attention divisées. Et donc, on peut dire que la douleur ajoute en charge à la performance. Mais en même temps, quand on s'engage dans la tâche, on a moins de ressources qui sont disponibles pour le traitement de la douleur. Pour ces motifs, se concentrer dans une tâche réduit la perception de la douleur. Et il y a cette étude de neuroimagerie qui a vu les activités cérébrales liées au traitement de la douleur lors d'une tâche de contrôle, donc pas de distraction à la douleur, par rapport à une tâche ou une tâche cognitive, donc où les gens sont distraits, ils font une distraction de la douleur. Donc, dans la première image, on voit beaucoup des aires activées lors du traitement de la douleur, mais dans la deuxième image, on voit que lors de la tâche cognitive, on a une réduction de l'activation des aires liées au traitement de la douleur. Et donc, cette réduction de la perception, c'est supporté aussi par une activation réduite des aires qui normalement s'activaient lors de la douleur, mais qui lors des tâches cognitives, donc ne sont pas plus activées parce que notre attention est sur la tâche et donc est réduite à la douleur. Donc, je vais vous présenter la deuxième partie. Donc maintenant, on va voir, c'est des études qu'on a menées au laboratoire, si la douleur elle peut être réduite par l'effort, et on a fait donc 3 études expérimentales. Donc je vais vous présenter ces 3 études. On a manipulé, le type d'effort qui était utilisé dans ces tâches, afin de voir quel impact ça avait sur la douleur. Donc la première étude, c'était avec un effort mental, mais avec une difficulté fixe. C'est-à-dire que les participants voyaient des tâches qui étaient, calibrées directement en fonction de l'étude et pas, individuellement. Ensuite, la deuxième étude, c'est un effort physique avec aussi une difficulté fixe. Donc les participants, je vais vous présenter après, devaient matcher une ligne. Et enfin, la dernière étude, la troisième, c'est un effort physique, mais cette fois-ci avec une difficulté autorégulée, c'est-à-dire que c'était en fonction de leur propre perception de l'effort. Donc, avant d'aller un peu plus loin, on va devoir, passer par les définitions, notamment qu'est-ce que l'effort? Donc selon le dictionnaire Oxford, c'est l'énergie mentale et physique nécessaire pour faire quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. On se rend compte que c'est une définition qui est quand même, un peu vague et un peu large, qui donne pas exactement, une substance. Alors, on a des définitions plus scientifiques et qu'on a tendance à utiliser. La première, c'est que c'est une mobilisation de ressources pour mener, à bien un comportement, et une autre qu'on utilise plus souvent et qui nous semble plus précise, c'est l'engagement volontaire de ressources physiques et mentales pour réaliser ou essayer de réaliser une tâche. Donc en gros, notre effort, c'est notre engagement de ressources dans la tâche. À quel point on va s'engager, à quel point on va essayer de réaliser la tâche. Donc là, le cercle que vous voyez à droite, ça représente nos ressources attentionnelles. Donc on a un certain pool de ressources attentionnelles qui est limité. Et l'effort, quand on va s'engager dans une tâche, l'effort qu'on va investir va prendre une partie de ces ressources attentionnelles. Le, le phénomène qui se passe, c'est que puisque ces ressources sont engagées dans la tâche pour produire de l'effort, elles ne sont plus disponibles pour la douleur. Donc, on va avoir un effet hypoalgésique, comme Hilaria l'a présenté juste avant. La douleur aura moins de ressources attentionnelles disponibles et donc on la ressentira comme moins fort. Mais dans le même temps, puisqu'une partie des ressources est prise par la douleur, elle n'est plus disponible pour la tâche, pour engager de l'effort. Et donc, on va avoir soit une augmentation de la perception de l'effort pour réaliser la tâche, soit une baisse de performance, soit les deux. En gros, c'est comme s'il y avait une compétition pour les ressources attentionnelles entre l'effort et la douleur. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu la méthode qu'on a utilisée pour nos 3 études. Donc l'étude 1 et 2 sont très similaires. L'étude 3 est un petit peu différente, je vais vous les présenter. Donc à chaque fois, on avait, pour l'étude 1 et 2, 3 niveaux de difficulté. Soit un niveau contrôle,
soit un niveau de faible demande, mentale, donc c'est comme s'il y avait peu de ressources attentionnelles qui étaient engagées dans la tâche, soit haute demande. Et dans le même temps, quand les participants faisaient une tâche, on faisait une stimulation thermique sur leur avant-bras, gauche. Donc la stimulation thermique, elle était soit chaude, non douloureuse, donc ça, c'était notre condition contrôle, donc ils avaient bien une stimulation, mais qui n'infligeait pas de douleur. Soit une faible douleur, soit une forte douleur et à chaque fois, c'était calibré individuellement. Donc pour la tâche cognitive, le la condition contrôle, les participants devaient regarder une croix de fixation à l'écran. Donc là, on se rend compte qu'en effet, ça prend pas ou très, très peu de ressources attentionnelles. Il suffit de regarder la croix. Dans la condition de faible demande, les participants voyaient tout d'abord une croix, puis une flèche apparaissait au milieu de l'écran. Ils pointaient soit à gauche, soit à droite. Et les participants devaient cliquer avec la souris sur le bouton qui indiquait le sens de la flèche. Donc le bouton droit de la souris si la flèche pointait à droite et le bouton gauche si la flèche pointait à gauche. Et donc il y avait 10 flèches qui apparaissaient comme ça pendant 15 secondes. Dans la condition haute demande, il y avait un cercle qui apparaissait dans 50% des essais autour de la croix avant que la flèche apparaisse. Puis la flèche apparaissait, elle apparaissait soit à gauche, soit à droite de l'écran et elle pointait soit à gauche, soit à droite. Et les participants, comme dans la condition faible demande, ils devaient cliquer sur le bouton de la souris pour indiquer le sens de la flèche. Sauf que dans ce cas-là, lorsqu'il y avait le cercle en plus autour de la flèche, ils devaient cliquer dans le sens opposé. Donc là, ça prend plus de ressources attentionnelles. Pour la tâche motrice, donc la deuxième étude, dans la condition contrôle, les participants devaient tenir dans la main la poignée de serrage, une poignée dynamométrique, mais sans produire de force, donc juste la tenir sans serrer. Dans la condition faible demande, les participants devaient serrer à 5% de leur contraction maximale volontaire. Donc en gros, vous voyez sur l'écran, vous voyez ici cette ligne rouge, cette ligne noire, quand les participants serraient la poignée, la ligne noire bougeait, elle montait dans ce sens-là. Et donc la consigne était de matcher la ligne rouge. Ils devaient aller sur la ligne rouge et rester dessus pendant 15 secondes. Donc ça, c'est la condition faible demande. Dans la condition haute demande, les participants avaient la même tâche, sauf que pour monter à la ligne rouge, cela leur demandait 30% de leur contraction maximale volontaire. Donc ça demandait plus d'efforts, plus de ressources, ici plutôt physiques. L'étude se déroulait de la manière suivante. Donc tout d'abord, il y avait une première session où on familiarisait les participants et surtout on faisait une calibration des stimulations thermiques qu'on allait utiliser par la suite. Donc en gros, on stimulait pour qu'il y ait la faible douleur et la forte douleur qu'on allait utiliser dans les sessions suivantes. Lors de la deuxième session, les participants, donc on prenait quelques mesures que je ne vais pas présenter en détail ici, mais on prenait par exemple la motivation, la fatigue, l'ennui. Puis les participants faisaient un premier bloc test, on reprenait quelques mesures, deuxième bloc test, et à nouveau quelques mesures. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout les blocs tests, et ils se déroulaient de la manière suivante. Les participants faisaient la tâche, donc soit la tâche cognitive, soit la tâche physique que je vous ai présentée juste avant. Donc je rappelle, cliquer sur la souris en fonction de la flèche dans la tâche cognitive et serrer la poignée dynamométrique dans la tâche physique. Et dans le même temps, pendant ces 15 secondes, ils avaient aussi une stimulation thermique qui était appliquée sur le bras contralatéral, donc sur l'autre bras. Donc s'ils utilisaient la main droite pour répondre à la souris ou serrer la poignée, c'était sur le bras gauche qui était infligée la douleur. Et puis ensuite, on leur demandait d'évaluer leur effort et leur douleur. Et il y avait une préparation pour l'essai suivant. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait 3 niveaux de difficulté. On avait 3 niveaux de stimulation thermique aussi, donc chaud, faible douleur ou forte douleur. Et on avait 4 répétitions pour chaque type d'essai. Pour la troisième étude, la première partie se faisait pareil, mais le bloc test était un petit peu différent. Les participants faisaient des contractions intermittentes. Donc, ils avaient la poignée dynamométrique dans la main. Ils devaient serrer pendant 3 secondes, relâcher pendant 3 secondes, serrer pendant 3 secondes, etc. pendant 5 répétitions totales, donc 30 secondes. Et dans le même temps, ils avaient la stimulation thermique. Cette fois-ci, les stimulations thermiques étaient soit chaudes, soit douloureuses, calibrées à peu près à 50 sur l'échelle que vous voyez. Et le niveau de difficulté, donc c'était autorégulé. Donc cette échelle que vous voyez à droite, c'est une échelle de perception. On l'utilise notamment pour la perception de l'effort. Donc on leur demandait de serrer la poignée à un effort perçu comme faible, léger, donc 13. C'est-à-dire qu'ils devaient serrer pour ce qu'eux ressentaient comme faible. Ou alors à 50, donc un effort perçu comme élevé, fort. Et donc la perception douloureuse, quand c'était calibré, la douleur thermique était aussi à forte. Une fois qu'ils avaient fait ces 30 secondes de contraction intermittente et qu'ils avaient eu la stimulation thermique, on leur demandait d'évaluer la douleur musculaire, parce que quand on serre une poignée, à force de serrer, on va voir une douleur qui va se créer dans le muscle.
et on demandait aussi d'évaluer la douleur thermique qu'ils avaient ressentie puisqu'ils avaient une stimulation. Et on répétait ça pour 10 répétitions par bloc. Donc nos résultats, alors ce premier graphique, on voit ici la perception de la douleur, sur cette échelle. Donc de 0 à 100, c'est la perception chaud non douloureux. Donc plus on se rapproche de 100, plus c'est chaud et on se rapproche de la douleur, mais on n'y est pas encore. À 100, on a le seuil de douleur qu'il arrive à présenter, préalablement, donc qui est vraiment le moment où on commence à sentir la douleur. Et de 100 à 200, c'est la on ressent de la douleur, 200 étant leur maximum qu'ils pouvaient supporter, leur seuil. Ici, on a les stimulations thermiques, donc chaud non douloureux, faible douleur et forte douleur. Et on voit donc différentes courbes. On voit ici donc avec les cercles, vides, c'est la lorsque la demande de la tâche est, c'est le contrôle, donc il n'y avait pas de ressources attentionnelles ou très peu qui étaient, mis en jeu dans la tâche. La condition, low, c'était lorsque les participants devaient répondre aux flèches, les plus simples et high, c'est quand il y avait en plus le cercle qui apparaissait, donc la tâche qui était vraiment compliquée. Ce qu'on observe, c'est que dans la condition faible douleur, lorsque les participants sont engagés dans la tâche, qu'elle soit avec faible demande ou forte demande, il y a une réduction de la perception de la douleur et même on passe sous le seuil de douleur. C'est-à-dire que les participants passaient d'un seuil d'une perception de la douleur aux alentours de 120 à un petit peu en dessous de 100. C'était très légèrement en dessous. Dans la condition de forte douleur, on observe aussi une réduction de la perception douloureuse. Les participants, lorsqu'ils s'engagent dans la tâche, vont percevoir moins de douleur que lorsqu'ils sont peu engagés. Et on a une réduction d'environ 15 points de perception de douleur. Donc c'est quand même assez important. Les résultats de la deuxième étude, donc par rapport à notre effort moteur, on va observer, donc c'est le même graphique, et on va observer cette fois-ci à peu près les mêmes résultats. Dans la condition faible douleur, on a une réduction qui apparaît. euh, donc les participants, quand ils vont devoir serrer la poignée, que ce soit faiblement ici ou fortement ici, ils vont avoir une réduction de la perception douloureuse. Et pour la condition forte douleur, on observe aussi une différence, mais cette fois-ci, on observe une différence seulement entre le contrôle et la forte demande de la tâche. Donc quand ils doivent serrer le plus fort entre les deux conditions. Par contre, quand c'est dans la condition faible demande, quand ils devaient serrer à 5 de leur force maximale, là, il n'y a pas de différence avec la condition contrôle. Et on a une réduction qui va de 10 à 20 points, donc à peu près comme l'étude précédente qui était à peu près à 15 points. Par rapport au résultat de l'étude 3, donc, où c'est la perception de l'effort, donc une force autorégulée, tout d'abord, on observe que quand les participants serrent la poignée, plus ils vont serrer fort, donc l'intensité élevée, et plus ils vont ressentir de la douleur, mais la douleur qui apparaît naturellement dans le muscle. Quand on serre longtemps ou répétitivement la poignée, ça vaut pour n'importe quel exercice, on va ressentir de la douleur. Et donc cette douleur est plus élevée quand la demande, quand ils devaient serrer plus fort, quand leur perception était plus élevée pour serrer, et plus faible quand l'intensité était plus faible. Et on observe ici une augmentation progressive dans la condition de forte perception de l'effort. Donc quand les participants serraient plus fort, la douleur augmentait au fur et à mesure de la tâche. Par rapport à l'effet hypoalgésique, donc l'engagement dans la tâche, on observe qu'à notre baseline, on a une perception de la douleur qui est à peu près 50. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près ce qu'on avait cherché à calibrer, donc on est aux alentours de 50. Quand les participants sont engagés dans la tâche, on a une réduction de la douleur. Donc, quand ils vont serrer la poignée, la douleur thermique qu'on leur mettait sur l'autre bras était vue comme plus faible et aussi ici d'environ 15 points. Et ce qui est assez étonnant, chose à laquelle on ne s'attendait pas, c'est que lorsque la température est douloureuse, lorsque la stimulation thermique est douloureuse, les participants vont serrer, ça donc c'est la force produite par les participants lorsqu'ils serrent, ils vont serrer un petit peu plus fort la poignée. C'est pas vraiment perceptible, ils s'en rendaient pas compte. Pour eux, la perception de l'effort était la même, pourtant la force produite était un peu plus élevée. Donc une des explications, de ce phénomène, ça serait qu'ils cherchaient potentiellement à augmenter l'effet hypoalgésique. En serrant plus fort la poignée, ils cherchent à réduire d'autant plus la perception de la douleur thermique. Voilà, donc l'effort, comme je disais, indépendamment de son origine, va accaparer une partie des ressources attentionnelles. Donc, pour rappel, le cercle noir, c'est les ressources attentionnelles que l'on a. La douleur va prendre une partie de ces ressources attentionnelles et l'effort, en fait, du coup, n'en aura, plus totalement. Alors, donc
l'engagement en effort, dans la tâche va amener à une réduction de la perception de la douleur, puisqu'une partie normalement des ressources attentionnelles qui étaient présentes pour la douleur ne sera plus disponible. Elle sera engagée dans l'effort. Alors, on peut se poser la question de est-ce que c'est dépendant ou indépendant du niveau d'engagement dans la tâche? On a vu que sur la tâche cognitive, indépendamment du niveau d'engagement qu'on avait, qu'on s'engage beaucoup ou pas, on avait à peu près une réduction de 15 points de perception de la douleur. Par contre, dans la tâche physique, on a vu que ça semblait ne pas être si fixe. Avec 15 points, on allait de 10 à 20 et notamment dans le cas de fortes douleurs, il y avait plus d'effet, plus de différence entre le contrôle et la faible demande. Donc ça va être une question de recherche pour la suite. Donc cependant, si on essaye de réduire la perception douloureuse que l'on a, donc là on a vu, pour faire un peu une généralité, c'est qu'on a vu que si on avait à un moment donné une douleur, pour réduire cette douleur, voire pour la faire disparaître quand c'est une faible douleur, on peut s'engager dans une tâche. Donc faire une tâche cognitive, ça peut être faire un sudoku, ça peut être, faire des calculs, ça peut être de la lecture si on s'engage fortement dans la lecture, ou ça peut être une tâche physique. Mais on a vu aussi qu'avec la dernière étude, l'engagement dans une tâche physique, notamment avec des contractions répétées ou longues, peut amener à de la douleur. Et donc on peut se poser la question, hein, est-ce que ça vaut le coup de réduire une douleur qui serait par exemple externe, comme une douleur thermique ici, pour une douleur interne, une douleur musculaire? Voilà, il y a un coût-bénéfice peut-être à réfléchir si on veut mettre en place ce type de tâche. Donc là, on a vu qu'il était possible de réduire temporairement la perception de la douleur en s'engageant dans une tâche, et que cette tâche soit physique ou mentale. Donc ça peut être une solution. Le problème de cette méthode, parce que malgré tout, il y en a un, c'est que ça va durer uniquement le temps où on est engagé dans la tâche. Dès qu'on va, ne plus être engagé dans la tâche, la douleur aura toutes les ressources attentionnelles disponibles qu'elle «souhaite» entre guillemets pour, être bien présente et on va la ressentir en fait aussi fort qu'avant. Donc, on peut réduire temporairement la perception de la douleur en s'engageant dans une tâche, mais c'est limité au temps où on s'engage dans la tâche. Sachant qu'en plus, vu que la douleur va augmenter la difficulté de la tâche en prenant une partie des ressources attentionnelles, la tâche va être plus coûteuse. On va devoir investir plus d'efforts pour faire une même tâche. Et vu que l'effort, s'investir en effort comme ça, c'est aversif, on n'a pas trop envie de produire beaucoup d'efforts naturellement, même s'il y a des exceptions. En fait, ça peut, être un petit peu décourageant aussi de devoir produire plus d'efforts pour juste réduire la perception de la douleur. Et voilà, je finis la présentation là-dessus. Je vous remercie de votre attention.